Ben voilà, on est là pour répondre à vos questions. Des questions, des réponses professionnelles, et puis moi, les réponses de réalisatrices, pour ceux qui souhaitent. Bon, je sais que c'est pas forcément évident quand on vient de se prendre 2 films dans la figure et que le rideau se lève. On n'a pas forcément... c'est parfois difficile de démarrer. Je voulais juste profiter de vous dire que les DVD des 2 films que vous avez vus là sont en vente juste derrière, là, dans le hall, pour ceux qui sont intéressés. Puis des tas d'autres bouquins très intéressants sur l'autisme. Il faut en profiter. Ah oui, mais demain matin, c'est où et quand ? Aussi, vous informer que demain matin, Sophie Robert sera disponible pour les familles, les professionnels, toute personne qui souhaite la rencontrer. Donc à la salle des associations de Margencel. Pour ceux qui ne connaissent pas Margencel, c'est direction Thonon, 108 route de Jouvernay. C'est fait. Voilà, donc demain matin de 9h30 à 11h, pardon. Voilà. Donc il y a un micro à disposition pour vos questions. Bon, alors je vais me lancer, moi. Personnellement, je trouve que c'était vraiment une projection très intéressante d'avoir les 2 films l'un derrière l'autre. On a souhaité le faire avec l'association pour montrer le contraste qu'il pouvait y avoir dans les paroles dans les 2 films. Et c'est sur ça qu'on aimerait que vous discutiez un petit peu ce soir. Juste vous rappeler qu'il y a énormément de personnes autistes, que la HAS parle de 1 personne sur 150, qu'on parle même de 1 personne sur 88. Donc c'est effectivement on est sur un sujet qui touche tout le monde, qui touche et qui va même plus loin. Là, je dirais qu'on va parler d'autisme, mais on va même parler d'un accompagnement dans notre société sur la différence, sur l'accompagnement et sur les différences d'accompagnement et comment est-ce qu'on intègre ces personnes qui ont des différences. Donc c'est vraiment là-dessus où je souhaite que chacun, on puisse discuter, qu'on respecte chacun la parole de l'autre. On va essayer d'échanger là-dessus ce soir. Je me lance parce que, voilà, Pascal Dittelme, je suis le grand-père d'un enfant autiste. En fait, c'est pas vraiment des autistes que je voulais parler. Je trouve extraordinaire l'esprit, l'ambiance, l'enthousiasme de ces thérapeutes dans ce film. Et ça me semble être une profession extraordinairement excitante, extraordinairement intéressante, gratifiante et tout. Et quelque part, ça me dit que dans notre système éducatif français, dans notre système français, il n'y a pas que les autistes qui en sont la victime, il y a tous ces jeunes qu'aujourd'hui on forme encore à la psychanalyse et qu'on va frustrer de tout ça et qu'on finalement on forme à un métier qui n'a pas d'avenir. Et ça, c'est aussi d'autres victimes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, enfin, passer le micro, mais oui, non, mais c'est un gâchis énorme. C'est parce que, en fait, le problème, c'est pas tellement la psychanalyse en France, c'est son hégémonie, c'est son désir de toute puissance. C'est le fait qu'elle est projetée sur le secteur sanitaire et médico-social, la dépendance, la sidération qui se produit entre l'analysant et l'analysé dans le cadre du cabinet de psychanalyste. Donc c'est ce désir de toute puissance qui fait qu'on n'a pas le choix, et du coup ça crée un filtre effectivement chez les éducateurs, chez les psychomotriciens, les orthophonistes, tout un tas de gens, les psychologues, et même lorsqu'ils conservent leur esprit critique, les psychologues, beaucoup, ils ont fini leurs études, mais c'est trop tard, ils sont mal aiguillés, il y a très peu de bons cursus, il y a un filtrage. Moi j'ai rencontré dans l'audiovisuel, en fait, des gens qui m'ont dit, quand ils ont découvert que je travaille dans l'autisme, ils m'ont dit, tu sais, avant d'être chef opérateur ou caméraman, etc., j'ai été du XP. Et puis, j'ai pas supporté ce que j'ai fait dans les hôpitaux, dans les choses comme ça. Et donc, je me suis réorientée. Et le problème, c'est qu'il y a des gens qui
qui n'ont pas les bons outils, en fait, même s'ils ont plein de bonne volonté. Alors, il faut savoir que j'ai voulu garder un film à une tonalité complètement positive. Et il faut savoir que les éducateurs qui ont travaillé à l'IME Éclair, notamment, et à Chambourcy, c'est pareil, ils ont tous été formés sur le tas. Ils ont tous été formés, quelque part, à la psychanalyse, mais enfin, en tout cas, à la prise en charge traditionnelle avant d'arriver dans les établissements où ils travaillent aujourd'hui. Et ils ont tous voulu transmettre le fait que, malgré toute leur bonne volonté, leur désir de bien faire, ils n'avaient pas les outils. D'expérience avant d'arriver dans ces établissements, et Ava et Chambourcy et l'Éclair, et ils ont appris des outils qui leur ont donné vraiment la banane, quoi, vraiment l'envie de continuer, l'envie de rester, l'envie de transmettre, beaucoup d'envie de transmettre quelque chose de très utile. Et c'est très communicant. Et moi j'ai pensé aussi beaucoup en filmant qu'il y a pas mal de gamins neurotypiques. Là on voit des autistes sévères, mais il y a pas mal de gamins neurotypiques à qui ce serait chouette d'avoir des thérapeutes, des gens, des profs, des enseignants qui aient des notions d'ABA, parce qu'on fait tous de l'ABA, on fait tous du comportement. Comme Monsieur Jourdain, on est régi par nos comportements. Et si on pouvait enseigner aussi à beaucoup de profs comment ne pas induire de mauvais comportements chez leurs élèves, et l'école serait plus agréable à vivre, en fait. Mais effectivement, vous avez raison d'amener que la question est plus large que l'autisme. L'éducation, on va dire, c'est ce que dit Sophie, c'est que l'éducation, on a une culture qui est beaucoup plus sur on relève le négatif, on relève ce qui ne va pas pour que tu avances, et on est beaucoup moins dans le renforcement des comportements positifs, dans quelque chose de très dynamique, de montrer ce qui va bien, de ne pas montrer le petit mot qu'il a fait faux, mais les 10 qu'il a fait juste. Donc voilà, c'est cet esprit-là, et l'autisme nous amène à être encore plus là-dedans. Si on veut les aider, on est obligé d'être dans des méthodes comportementales, parce que c'est ce qui fonctionne avec eux, et d'autant plus avec eux, je dirais avec des enfants ordinaires et des enfants différents également. Dans tous les cas, c'est ce que je disais tout à l'heure, la différence, c'est une approche de la différence, comment est-ce qu'on peut réagir à ça. Mais on va être dans des outils cognitivo-comportementaux parce qu'on est dans quelque chose qui fonctionne avec eux. C'est flagrant, là, dans les films, je trouve. On a la chance ce soir d'avoir Lydie Laurent avec nous. Donc peut-être que tu es quelqu'un de particulièrement qualifié aussi pour réagir. Bonsoir, juste peut-être un petit mot pour dire que c'est vrai que donc moi j'étais au départ enseignante en physique-chimie. Je suis aussi la maman d'un jeune garçon avec autisme, et pour aider mon fils, j'étais amenée à me former, et ça, on va dire, complètement changé aussi ma façon d'enseigner. Donc maintenant, j'essaye de diffuser mon savoir aussi au sein de l'éducation nationale et en dehors, parce que des fois en dehors, ça bouge plus vite. Mais c'est vrai qu'on peut aussi maintenant, il y a des gens au sein de l'éducation nationale qui ont envie de changer les choses. C'est vrai que l'inclusion devient possible. Hélas, pour l'instant, c'est seulement quand on fait des belles rencontres humaines. C'est pas encore un fait réel, et c'est vrai que tous les enfants encore n'ont pas droit à l'école en France. Mais j'espère que ça changera petit à petit. Autrement, moi, j'aurais une autre question, donc pour Sophie. Est-ce qu'à travers ta tournée en France, tu as eu aussi l'occasion de rencontrer des hommes politiques qui sont influents en France pour faire changer les choses? Et est-ce que tu penses aussi que ça va bouger de ce côté-là, ou est-ce qu'il y a des blocages particuliers en France? Alors, oui. Les blocages, oui. Alors, en fait, j'ai fait un peu une réponse de Normand, parce que les deux sont vrais, en fait. Il y a des vraies volontés politiques indéniables placées de faire changer les choses, Mais, j'ai pas peur des mots. On est confronté à une secte, vraiment. Hein. Il y a une problématique sectaire qui est en jeu, de gens qui ont le pouvoir sur le sanitaire, sur le médico-social, qui ne respectent pas du tout ni la loi, ni les règles, ni l'autorité, ni rien. Et donc, on a affaire à des politiques qui sont confrontés à un mur
et qui ont du mal à décoder le comportement des gens qui sont en face d'eux. Maintenant, ils ont pris conscience, en fait. Il y a quand même une prise de conscience importante qui s'est faite depuis 2-3 ans, qui avait commencé avant, mais qui a pris un tour important. Et après, pour que ça se traduise dans les actes, alors il y a tout un tas de travail administratif, d'autorité, de tout un tas de choses qui sont en train de se mettre en place. Mais c'est compliqué parce qu'ils ont affaire à des gens qui sont pas si nombreux, mais qui ont pris tous les postes, en fait, et on a un gros problème de formation en France. Un énorme problème de formation. Ava, qui gère l'immeuble Chambourcy, est en train d'ouvrir des établissements. Il y a plein d'associations en France qui cherchent à créer des établissements type immeuble Cléa ou Chambourcy. Il y a très peu de financement parce que le sanitaire médico-social traditionnel capte tous les fonds. Mais en plus de ça, il y a un problème de formation des professionnels, de trouver des psychologues adaptés. Ils sont obligés de recruter en Espagne, en Hollande, aux États-Unis. Enfin, voilà, il y a des Américaines qui viennent en France. Il y a très peu de professionnels formés. Et à chaque séance cinéma, de débat, très souvent j'entends des gens qui disent j'ai envie de me former, j'ai envie de me réorienter, comment je fais, où est-ce que je vais, et c'est très très difficile, la réponse est très difficile. Donc il y a des énormes blocages. Mais il y a une vraie volonté politique que ça change aussi. C'est un rapport de force en fait continu sur le terrain. Attendez, prenez le micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Bonjour. Est-ce que c'est en lien avec l'interdiction du film, le premier film, Le Mur, qui a eu lieu, il a été diffusé sur Internet et après... Là, oui, Le Mur a été attaqué en justice par 3... j'ai été poursuivie, moi et Autistes sans frontières, qui est porteur du projet, par 3 des psychanalystes sur les 11 que j'ai interviewés, qui sont tous les 3 membres de l'école de la cause freudienne. Donc c'est Alexandre Stevens, Éric Laurent et Stella Solano. Et notamment Alexandre Stevens, c'est le psychanalyste en chef d'une institution qui s'appelle Le Courtil, dans laquelle a été tourné le film À ciel ouvert. Et c'est une institution qui accueille 250 enfants, qui sont en français pour la plupart, et c'est financé par la Sécurité sociale française. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce sont des gens qui, de toute façon, l'école de la cause freudienne, ils se considèrent comme les gardiens du temple de la psychanalyse. Enfin, mais ils poursuivent en justice. Ils se poursuivent en justice entre eux, beaucoup de psychanalystes aussi, mais ils poursuivent en justice tous ceux qui vont pas dans leur sens en fait. Et voilà, ils ont trouvé avec l'aval d'un juge la possibilité de se faire censurer mon film. Ils ont été désavoués par la cour d'appel de Douai, ils ont été condamnés à payer les dommages et intérêts. Et aujourd'hui, mon film est en circulation, voilà. Mais c'est une péripétie parmi d'autres sur la capacité qu'on a à avoir un débat ouvert, sain, sur la psychanalyse en France. Et le paradoxe de la situation, c'est pour ça que je tenais à vous dire que j'ai fait une très longue enquête auprès de 52 psychanalystes et apparentés. C'est très très important, vous n'en voyez que 11 dans le mur, mais voilà, j'en ai rencontré 52. J'en ai filmé 27. Le paradoxe, j'ai rencontré des psychanalystes qui m'ont dit, sont les psychanalystes eux-mêmes en fait, qui m'ont alerté sur les dérives sectaires au sein de leur mouvement. Et parce qu'au départ, j'étais très naïve par rapport à la situation, et ils m'ont dit il y a des trucs qui vont pas chez nous, notamment le traitement qui est réservé aux homosexuels. Il y a un psychanalyste qui m'a dit un patient homosexuel a intérêt à choisir soigneusement son divan, sinon il peut se faire casser, laminer par son psychanalyste. Ce sont ces termes. Et il y en a d'autres qui m'ont vraiment fait part des mécanismes d'exclusion. Si aujourd'hui vous avez un jeune psychanalyste qui veut se faire adouber par son cercle, les 5 grandes associations officielles pour devenir psychanalyste, s'il remet en question la théorie sexuelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment être. Il n'y a pas de débat d'évolution possible. Et de toute façon, ils sont développés. En fait, j'ai découvert que la psychanalyse, c'était plus ces créneaux sont en porte-à-faux avec la science, avec l'évolution des mœurs, plus elle s'est refermée sur une lecture fondamentaliste. Et à l'époque, moi, je voulais des psychanalystes. Il y avait des psychanalystes qui étaient dissidents. C'est pour ça que j'en avais une vision aussi un peu naïve, parce que j'ai pas été intéressée particulièrement aux dissidents, en fait. J'aime bien les dissidents. Et donc, il y avait des psychanalystes, à l'origine, il m'a mis longtemps, qui étaient capables de porter un regard critique, de se poser des questions, de remettre en question des choses, voilà. Donc, c'était quelque chose de sain. Même s'il y avait des positions tranchées, elles étaient discutables, si vous voulez. Et le problème, c'est que j'ai découvert, donc quand j'ai fait mon enquête, et après cette longue enquête, que, en fait, les psychanalystes étaient refermés sur eux-mêmes, sur une lecture fondamentaliste
C'est plus qu'une religion, c'est un culte, c'est sectaire, quoi, aujourd'hui. Et hors caméra, il y a des gens qui sont capables d'en parler, de dire, parfois d'être très critiques vis-à-vis du mouvement, de leurs collègues, mais devant la caméra, c'est tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, donc avec un discours totalement différent, ou alors on n'en parle pas. Enfin, ou alors on ne parle pas du tout. Donc il y a un vrai problème de liberté d'expression et c'est d'autant plus frappant que la psychanalyse c'est pas juste une pratique privée, un cabinet. Enfin voilà, si ça se limitait à ça, ce serait pas un souci parce que c'est un choix individuel. Le problème c'est quand elle s'exerce à l'hôpital et en secteur médico-social, elle s'exerce à l'insu d'ailleurs des patients. Elle est imposée à l'insu des patients et de leur famille. Donc on est en contradiction totale. En plus, c'est des gens... Moi, j'ai filmé les psychanalystes me disant on n'est pas de la science. Ce qu'on fait, c'est pas de la science. On n'est pas des médecins. Moi, ils sont honnêtes. Hein. Je leur dis mais qu'est-ce que vous faites à l'hôpital ou à l'université? Ah voilà. Bon, c'est en contradiction totale avec l'objectif social de thérapie, de soins et d'apporter une éducation, une réponse adaptée au handicap. Surtout qu'actuellement, les parents n'ont pas trop le choix parce que la plupart des institutions sont quand même sous une influence psychanalytique avec quelques petites personnes qui essayent de s'incruster dedans. Mais il n'y a pas le choix actuellement. Parce qu'après, à la limite, je dirais que c'est un choix. Si certains peuvent penser que la psychanalyse peut aider leur famille et leur enfant, ça peut être pour certains... C'est un choix. Mais là, actuellement, il n'y a pas ce choix. Les parents n'ont pas le choix, les enfants n'ont pas le choix d'avoir un accompagnement éducatif. Et c'est là-dessus où je trouve que c'est assez difficile comme situation. Moi, je suis maman d'un enfant autiste, même de 2. Et je voulais d'abord remercier Sophie Robert pour ces 2 films, parce que autant dans les images que dans la couleur, parce qu'autant le premier film est vraiment d'une tristesse à pleurer, et autant le deuxième, on sent les couleurs et l'éclat, enfin, et vraiment la joie de vivre. Et ça me fait déjà chaud au cœur. Et je voulais, ça c'était juste une aparté pour vous remercier. Et la deuxième chose, je voulais poser surtout la question à Cécile Couder. C'est par rapport à la formation des éducateurs spécialisés actuellement. Est-ce qu'elle est encore à une tendance, je dirais, très psychanalytique, ou quand même on est, avec les recommandations de la Haute Autorité de Santé, encore dans un changement d'orientation? Non, malheureusement. Non, malheureusement, c'est encore surtout dans les écoles d'éducateurs spécialisés, ça a du mal à rentrer. Les méthodes cognitivo-comportementales ont énormément de mal à rentrer. Et on va dire qu'il y a peut-être une intervention ou 2 sur l'éducation structurée, la méthode comportementale, mais souvent en plus c'est accompagné d'un jugement qui n'est pas forcément favorable. Donc non, on va dire que malheureusement, et c'est un monde qui est difficile à faire bouger, extrêmement difficile. C'est beaucoup plus simple sur le côté des moniteurs éducateurs ou des éducateurs spécialisés, c'est encore beaucoup plus fermé. Et c'est beaucoup plus difficile à faire rentrer. Et même après, sur le terrain, ça reste très difficile. Oui, toutefois, il y a beaucoup de gens qui ont des idées préconçues parce qu'en fait, on leur a bourré le mou, en fait, d'idées préconçues sur l'ABA. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de professionnels de l'ABA qui communiquent très très mal. C'est aussi pour ça que j'ai fait un film. Chacun son métier. Et en fait, mais quand on leur montre les films, ils se rendent compte que c'est pas du tout ce qu'on leur avait dit. Et moi, je rencontre régulièrement des psychomotriciens, des orthophonistes, des éducs qui disent mais en fait, il faut que je montre ce film à mes collègues. Mais en fait, il faudrait que je le montre en formation. Il faut le montrer à la fac. Et d'ailleurs, les gens achètent le DVD, ils le font, ils le diffusent à leurs collègues. Il y a des choses qui se mettent en place. Et notamment, le film, j'étais invitée par le Sax Autisme Bel Avenir, qui est un établissement qui a été créé à l'issue du 2e plan autisme à l'île de la Réunion. Et on a fait notamment plusieurs projections, et notamment à l'IRTS de la Réunion. Donc il y avait des étudiants, EduxP, moniteurs, il y avait toutes sortes de profils, mais des éducateurs spécialisés en devenir. Et il y avait une salle de 200 personnes qui étaient là, en train de rire, de sourire devant le film. Je dis ouais, c'est bien. Et donc l'association a obtenu va faire une formation à l'autisme et l'ABA au sein de cet établissement. Donc c'est juste un truc à signaler que c'est des petites choses. Pour l'instant, c'est pas à grande échelle, mais c'est des petites choses comme quoi c'est possible. Après, malheureusement, il y a aussi beaucoup dans les établissements. Soit il y a un directeur d'établissement qui veut faire évoluer les choses et puis le personnel veut pas. Soit c'est l'inverse.
où il y a des gens qui se retrouvent. Il y a des bonnes volontés partout, en fait. Il y a vraiment, c'est très rare d'avoir des établissements en complètement blindés. Ça arrive malheureusement, mais c'est rare. Il y a beaucoup de gens en fait qui souffrent du manque de réponse adaptée à la population dont ils ont la charge. Et finalement, après les théories psychanalytiques, les élus qui sont tout seuls au front, avec les patients à se coltiner du matin au soir, ils n'ont pas d'outils adaptés. Et il y en a qui sont vraiment très heureux d'entendre qu'il y a une possibilité de faire des choses utiles et qui essayent de mettre ça en place. Voilà. Après, il faut qu'ils soient suffisamment nombreux, faut que ça pousse, quoi, de tous les côtés, pour qu'ils ne soient pas tout seuls. Il faut qu'ils soient un peu plus, un certain nombre dans l'établissement pour que les choses puissent se mettre en place. Que ce soit une équipe, c'est ce qu'on voit là, c'est une équipe, il faut que l'équipe elle fonctionne. Mais elle le dit qu'au début ils sont arrivés, ils n'étaient pas formés, et après c'est sur le terrain, quand ils voient que ça fonctionne, quand ils voient que les outils qu'on leur donne, ça leur amène. Mais la formation en elle-même, la formation de base, n'est pas spécialisée sur ces approches cognitivo-comportementales. Après, effectivement, ça va correspondre. Vous voyez qu'il faut un dynamisme, il faut être investi, il faut vouloir, faut en vouloir dans son boulot, parce que là, il dépense une énergie impressionnante tout au long de la journée. Alors effectivement, il y a des personnes qui, quand vous leur donnez les outils, elles sont super contentes de les avoir, elles rebondissent dessus et elles vous remercient. Puis il y a celles pour lesquelles ça fait un peu trop de travail, donc c'est plus difficile. Donc on est encore là, mais ça bouge. Oui, ça c'est le côté positif, c'est-à-dire ils avaient aucune formation en ABA, rien, nada quoi. Et ils se sont Flavie, l'éducatrice qui dit be fun, qui est vraiment à fond dans le message, elle était là depuis 6 mois dans l'établissement, depuis 6 mois. Voilà, et elle venait d'un établissement où elle prenait en charge des enfants polyhandicapés, on les appelait les fauteuils, ils étaient alignés contre le mur toute la journée. Donc elle était complètement traumatisée par son expérience, elle est arrivée, elle a découvert des choses et s'est mise à fond. Mais comme quoi c'est possible. Et ça peut prendre un peu de temps quand ils sont bien coachés, bien formés. Ils sont auto-renforcés. Et alors moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu en tant que réalisatrice, c'est que quand je les ai vus travailler, j'étais appelée par Liora, la maman fondatrice d'Immeuble Éclair, et j'ai eu envie j'entendais beaucoup de choses sur la BA. Alors les journalistes, quand j'ai commencé, faire du mur, pourquoi j'ai fait un film sur la BA, je voulais vous le dire. Les journalistes me posaient des tas de questions sur la BA. Moi, je revendiquais, au départ, j'y connaissais rien. Et je revendiquais une expertise sur la psychanalyse. Là, j'ai plein de choses à dire sur la psychanalyse, mais au départ, je dis, j'étais pas du tout fondée à parler d'ABA. Mais les journalistes, systématiquement, il y a eu une couverture presse énorme autour du mur, et systématiquement, ils me posaient des questions sur l'ABA. Alors, je me dis, j'ai intérêt à me former pour éviter de dire de bêtises. Et je suis allée voir, j'ai découvert une situation très complexe, dans laquelle il fallait faire des images, et je suis allée voir plusieurs fois l'IME Éclair, et ils sont comme ça du matin au soir. Ce film que vous avez vu là, le deuxième, les deux d'ailleurs, mais a été réalisé avec un tout petit budget et dans des conditions très très rock'n'roll. Et j'ai pu le filmer malgré un temps de tournage très court et des moyens très limités, parce que dès qu'on sort de la caméra, il se passe des trucs super. Ils sont tous à fond du matin au soir. Et ça, c'est très cinégénique. On voit des choses, ça parle aux tripes. Et c'est tout le temps. Je suis allée plusieurs fois dans l'établissement, à l'improviste et tout. Ça se passe tout le temps comme ça. Alors, oui, juste pour répondre. Mais là, on ne vous entend pas. Je dis, est-ce que les 2 IME que vous avez filmés sont des structures expérimentales? Parce qu'en fait, au niveau de la prise en charge, c'était du 1 pour 1 pratiquement. Ce qui n'est pas le cas dans les IME, je dirais, normaux, quoi. Enfin. Je vais juste répondre à la question, puis vous pourrez poser la vôtre. Ce sont 2 établissements dits expérimentaux qui avaient le statut d'expérimentaux. Là, ils sont passés dans le régime général, ils viennent d'être évalués. Chambourcy aussi, voilà. Et ils ont été créés en 2008 à l'issue du 2e plan autisme. Donc la prise en charge est totalement gratuite pour les parents. C'est entièrement pris en charge par l'État, comme un IME traditionnel. Ils avaient le statut d'expérimental, ce qui leur a permis d'exister sans avoir un psychiatre, psychanalyste à demeure qui dit fait la pluie et le beau temps. Notamment, ils ont pu mettre en place l'ABA tel qu'ils l'entendaient. Oui, bonsoir. Je voulais juste faire un commentaire, en fait. Déjà, d'abord, vous remercier pour le film que vous avez fait, parce que ça traduit très bien notre métier. Moi, je suis un professionnel de l'ABA et je travaille en Haute-Savoie depuis quelques années déjà. Et je trouve que c'est important de dire que les choses bougent aussi. En Haute-Savoie, notamment, depuis plusieurs années maintenant, il y a de plus en plus de choses qui se passent. Il y a
3 structures expérimentales qui sont présentes dans la salle aujourd'hui. Et il y a de plus en plus de gens qui sont formés. Donc c'est important de rester positif aussi parce qu'il y a vraiment des très bonnes choses qui bougent. Voilà. Mais merci beaucoup pour ce film. Je vous en prie. Bonjour. Donc, j'ai été présidente pendant de nombreuses années de l'API de Thonon. Donc, je connais bien toutes ces questions, surtout les éducateurs qui traînent les pieds, les psychiatres qui restent attachés à ce qu'ils ont appris, à leur maître. Leur maître leur a appris telle chose, alors ils n'évoluent pas. Bon. Mais cependant, je crois quand même que les choses vont évoluer, sont en train d'évoluer. Les CRA, les centres régionaux de l'autisme, évoluent petit à petit, bien qu'ils soient bien sûr rattachés aux hôpitaux psychiatriques, toujours dirigés par des psychiatres, mais quand même, il y a une évolution. Je fais partie d'une commission régionale et donc il y a eu toute une évaluation des établissements, une évaluation des CAMS en particulier. Les CAMS sont beaucoup quand même dans le collimateur. Il faut dire aussi que les CAMS, surtout dans notre région, c'était un peu dramatique. Hein. Les IME, c'est pas terrible. Les CAMS, c'était dramatique. Et les IME, on essaye malgré tout de les faire évoluer, malgré les psychiatres. Et il y a des formations qui se font. Et on va quand même arriver petit à petit aux méthodes comportementales. C'est lent, c'est long, c'est dur, mais on va y arriver. Hein. Je crois quand même qu'il faut garder l'espoir. Oui, bonjour. Ce qui m'a frappé dans le film, le deuxième film, c'est le plaisir que les professionnels prenaient à travailler. Hein. On voit qu'effectivement, ils ne traînent pas les pieds, pour faire un parallèle avec ce que disait la personne juste avant. Donc effectivement, je crois qu'ils sont dans un cadre effectivement qui leur permet de travailler sereinement, parce qu'il y a des réponses qui sont apportées, etc. Et c'est sans doute ça peut-être qui est difficile dans la rencontre avec un enfant ou un adulte psychotique ou autiste, c'est qu'effectivement c'est l'imprévisibilité, et qui suppose aussi de notre part quelquefois des réponses un peu surprenantes, qui nous surprennent nous-mêmes. Quelquefois. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai dans... Voilà. Voilà, donc c'est quelque chose qui m'a frappé. Après, j'avais une question à vous poser sur la démarche que vous avez eue. Je me demandais pourquoi vous n'avez pas eu la même démarche que vous avez eue d'aller rencontrer des professionnels dans une institution donc, qui mettait en œuvre l'ABA, avec une institution, puisqu'il en existe, hein, qui se réfère et qui met en œuvre effectivement l'orientation psychanalytique, qui, on l'a compris, n'est pas du tout votre tasse de thé. Pourquoi vous n'avez pas eu cette même démarche? J'ai eu cette démarche, figurez-vous qu'au cours de... Et d'ailleurs, c'est pas par rapport à l'autisme. Je finis. Je pense que votre démonstration aurait trouvé encore plus de profondeur si vous aviez fait aussi ce reportage dans une institution. J'ai fait beaucoup de démarches pour pouvoir filmer en institution. Parmi les 52 psychanalystes que j'ai rencontrés et les 27 que j'ai filmés, la plupart d'entre eux, pas 100%, mais on va dire 80% d'entre eux travaillaient ou avaient travaillé dans des institutions avec pas uniquement des autistes, mais toutes sortes de populations. Et à chaque fois que j'avais des spécialistes de l'autisme ou d'autres, je me disais, mais je voulais faire un volet sur la psychanalyse institutionnelle. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est une grande partie des questions que j'ai abordées avec eux en interview, et je voudrais vous filmer pendant votre travail à l'institution. Je vais vous montrer exactement la réaction que j'ai eue systématiquement à chaque fois que j'ai évoqué ça. C'était... C'est du style, alors moi je l'interprète, hein, mais c'est ça, c'est... faut surtout pas qu'on voit comment ça se passe à l'intérieur des murs. Hein. C'est systématique. Ils ont refusé systématiquement. J'ai fait énormément de démarches pour pouvoir le faire. Et évidemment que c'était logique de pouvoir filmer. Ça fait partie, c'est une grande partie de mon travail, de filmer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des institutions, comment la psychanalyse se pratique-t-elle, sachant qu'évidemment il n'y a pas de cure type, encore qu'il y a des gens qui mettent des autismes non-verbaux en cabinet. Voilà, mais... Alors oui, je comprends qu'effectivement... Non, j'ai fait cette démarche-là, ils ont refusé catégoriquement du style. C'est quand même beaucoup plus facile d'être dans l'assertif et de raconter n'importe quoi quand on n'a pas la preuve de ce qui se passe derrière les murs. Voilà. C'est pour ça que c'est important d'aller voir et qu'on laisse les choses ouvertes et qu'on puisse voir. Mais vous voyez, par exemple, le film à ciel ouvert, ils ont filmé 10 enfants sur les 250 enfants du Courtil.
Si. Alors, j'ai visionné ce film, bon, je ne suis pas pro-psychanalyse, j'ai visionné ce film, et ce qui me frappe de la même manière que ce qui me frappe aussi dans ce que j'ai vu de votre film, c'est effectivement des professionnels qui sont motivés, qui ne traînent pas les pieds pour aller travailler et qui inventent au quotidien. Et c'est ça aussi. Et bon, avec des résultats. Alors en même temps, le film montre ce qu'il veut bien montrer. Je parle du film à ciel ouvert. Hein, c'est toujours un angle que vous prenez. Bon. Mais voilà, j'ai trouvé aussi des choses un peu similaires, bien que... Et je pense que c'est intéressant aussi. Alors j'invite tout le monde à aller quand même visionner ce film. Parce que quand même, voilà, après on se fait son avis. Voilà. Alors pour apporter de l'eau à votre moulin, je pense qu'on est aussi plusieurs familles ici et on pourra témoigner. Moi, avant d'avoir eu la chance de faire bénéficier mon fils d'une prise en charge ABA, il était dans les premiers en France, j'ai subi, on va dire, l'hôpital de jour et les institutions traditionnelles avant qu'elles évoluent. Notre fils, par exemple, grâce aux prises en charge en libéral, commençait à apprendre à communiquer avec le PEX, le système de communication par échange d'images. À l'hôpital de jour, on nous a dit non, on ne veut pas ça, il faut attendre qu'il ait envie, que ça vienne de lui-même. Vous allez le marginaliser. Et on a vraiment vu la différence sur le terrain, dans la collaboration du travail entre les parents, les professionnels, les progrès de notre fils qui étaient mesurés chaque jour. Si ça ne marchait pas, c'était changé tout de suite, il avançait. Si on n'avait pas eu ça, il n'en serait pas là aujourd'hui. Là, il est scolarisé en collège ordinaire. Mais je pense qu'il y a plusieurs familles ici qui pourront apporter des témoignages. Ces violences qu'on a vécues, je suis contente que ça évolue. Mais je pense que si vous avez besoin de témoignages, il y en aura ce soir. Moi, je voudrais juste témoigner aussi sur le fait que les institutions sont vraiment fermées. Je suis enseignante, j'ai travaillé en IME et c'est juste hallucinant ce que j'ai vu en IME et donc c'était complètement fermé aux parents. Et nous, en tant qu'enseignants, on avait interdiction de parler aux parents, les éducateurs aussi, etc. Quoi. C'était, alors. Ça se passe pas comme ça, voilà, dans tous les IME, mais dans l'IME dans lequel j'ai travaillé, ça se passait comme ça. Donc moi, ce que dit Sophie par rapport au fait que les institutions sont vraiment fermées et non, on veut pas dire ce qui se passe dedans, je sais, pour l'avoir vu de l'intérieur, que c'est exact. Quoi. Je vais répondre à vos questions précisément par rapport au Courtil. Ce que vous voyez dans le film à ciel ouvert, c'est 10 enfants sur 250. Je maintiens. Moi, j'ai filmé tous les gamins des deux établissements qui en ont 15 d'un côté et 11 de l'autre. Et les établissements qui sont pris en charge, ce qui justifie leur prise en charge intensive à l'IME de Chambourcy et à Éclair, c'est qu'ils sont autistes sévères et certains sont polyhandicapés. Ce sont des cas extrêmement lourds. Ils étaient tous non-verbaux et pas du tout dans la communication en arrivant. Vous mettez ces enfants-là en contact avec des gens qui vont laisser l'émergence du désir et faire des choses inattendues. Vous allez avoir des gamins qui vont se taper de la tête contre les murs, qui feront jamais leurs besoins aux toilettes et qui seront dans une régression totale. Les enfants qu'on voit au ciel ouvert, ils sont tous verbaux à la base. Ils sont tous suivis à l'école, en plus parce qu'ils sont en Belgique, ils ont de la chance d'être en Belgique. Et puis on voit des gamins qui évoluent pas du tout parce que ils sont juste accompagnés par des éducs qui font ce qu'ils peuvent, mais d'une manière pas du tout structurée. Ils font rien on voit rien. Je veux dire, les gamins sont touchants parce qu'ils sont touchants, mais c'est tout. Il n'y a rien de structuré, il n'y a pas de projet éducatif derrière. Il n'y a rien. Donc, mettez des autistes sévères dans les mains de ces enfants-là. Et pourquoi on n'a pas filmé ailleurs les 240 autres, ils sont où? Parce que la réalité aussi, c'est ce que vivent les parents sur le terrain aujourd'hui. On va les obliger, comme il n'y a pas de prise en charge adéquate, de mettre leurs gamins dans des hôpitaux de jour ou dans des IME qui sont totalement inadaptés. Et en refusant la mise en place des systèmes de communication alternatifs qui permettent justement de réduire, voire de supprimer les troubles du comportement. Et après, au bout d'un moment, les gamins qui deviennent ingérables parce que déjà les troubles du comportement quand ils sont tout petits, mais en plus quand ils grandissent, ça s'aggrave. Si on ne propose pas d'outils adaptés pour ça, et ben ils deviennent gênants. Donc il y a même des centres qui vont porter plainte sur les gamins. On des trucs hallucinants tous les jours. Et puis on les vire, on accuse les parents. Au niveau de gamins, ils nous emmerdent. Enfin, en gros, il est ingérable. Allez hop, on le sort. Et puis on va accueillir des enfants qui sont tranquilles, qu'on puisse les observer tranquillement. C'est ça la réalité au quotidien sur le terrain. C'est ça la réalité. C'est tout. Je pense que bien sûr qu'il y a des personnes de toutes les orientations qui peuvent être positives et motivées. Je ne dis pas que dans la psychanalyse, il n'y a pas des gens motivés auprès des enfants. Maintenant, je pense qu'effectivement, il manque quand même un côté rigueur, il manque un côté mesurable, un partage avec les parents, il manque
transmettre. Il y a une parole qui a été quand même, je trouve, en voyant les deux films, qui a été assez prégnante pour moi, c'est que vous entendez ce psychanalyste au début dire, pour moi, être avec une personne autiste, c'est ne rien faire, et je peux m'endormir. Et après, vous entendez la personne derrière qui dit qu'effectivement, la personne autiste, elle a le droit à de l'apprentissage comme tout le monde, et que ça paraît inévitable. C'est pas parce qu'elle est autiste qu'on va pas lui apprendre à se développer comme tout le monde. Ça nous paraît tout naturel, comme ça nous paraît même évident, et même, je pense que pour des personnes qui ne sont pas concernées, qui n'ont pas vécu ce qu'ont vécu les parents, ça peut paraître même totalement presque irréaliste, et pourtant c'est une réalité, et encore une réalité qui est encore un peu trop présente. Il y a un psychanalyste qui s'appelle Jean-Robert Rabanel, qui fait partie de la même obédience que les 3 psychanalystes qui gèrent le Courtil et qui ont poursuivi en justice de la CF, et qui gère un IME à Angoulême. Et il a fait une conférence sur l'autisme qui est sortie en septembre dernier. Ils ont mis en vidéo sur Internet. Et au cours de cette conférence, il explique à un public d'éducateurs et d'orthophonistes que le sens de la maladie, c'est d'éviter l'autre, et qu'avec ces gens-là, ou ces enfants-là, les autistes, moins on en fait, mieux ils se portent. C'est eux qui l'ont filmé, ils l'ont mis tout seul sur Internet, j'ai pas fait de copains. Mais on en fait mieux e-sport. Et il enseigne aux éducateurs et aux gens, aux paramédicaux qui sont en face de lui. Il dit, voilà, vous le laissez tranquille, ils s'en porteront très bien. Il y a des recoins dans les bâtiments, il y a des coins, vous le mettez dans un coin, et vous laissez là toute la journée. Ils le disent, vous pouvez regarder, vous tapez Jean-Robert Rabanel, Angoulême, conférence autisme, vous allez le trouver. Et moi, j'en ai extrait un petit morceau saillant de 8 minutes qui est particulièrement choquant, mais on en a pour 2 heures, il y en a 2 heures comme ça. Et c'est eux qui l'ont mis en vidéo sur le net, et ils conseillent aux éducateurs de laisser les gamins dans les coins des bâtiments et les abandonner là toute la journée. C'est ce que souhaiteraient les autistes. Voilà. J'imagine, oui, dans quel état ils sont, les gamins, avec ce traitement-là. Et c'est quelqu'un qui a fait des études de médecine, mais le problème, c'est qu'il est psychanalyste. Alors, il est avant tout psychanalyste. Et ces deux ne sont pas compatibles. J'ai été infirmière psychiatrique, je peux dire j'étais parce que avec toute l'éducation psychanalytique que j'ai reçue, et lorsque j'ai eu un enfant autiste, je me suis vraiment posé la question, et j'en étais arrivée au point de me dire si il doit aller mieux, si pour qu'il aille mieux, je dois me séparer de lui, je vais me séparer de lui, mais à quel prix? Et puisqu'en fait, c'est ce qu'on propose, séparation entre la mère et l'enfant. Et je peux vous dire que j'ai eu la chance, je dirais, de connaître un éducateur qui avait une tendance comportementale quand on est arrivé en France, et qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait mon fils. Et c'est à ce moment-là où moi, j'ai pu me déculpabiliser vraiment, et que j'ai pu l'aider. Donc vraiment, la psychanalyse, elle est même nocive, je dirais. C'est pire que... c'est vraiment de la nocivité pure par rapport au traitement de l'autisme. Voilà, c'était juste un témoignage pour monsieur. En ce qui concerne la place de la psychanalyse dans la prise en charge de l'autisme, la question est entendue. La Haute Autorité de la Santé a disqualifié la psychanalyse, très clairement, et s'est prononcé en faveur des méthodes cognitivo-comportementales. On a une reconnaissance de ce qui est efficace, de ce qui ne l'est pas, par une institution qui est une autorité. Donc, ce qu'il faut, c'est que maintenant, sur le plan politique, ça suive. Alors, il y a peut-être un ministère qui devrait, disons, recevoir le message 5 sur 5, c'est le ministère de l'Éducation. Parce que si on veut changer les choses, dans l'état actuel, ce qu'il faut, c'est pas avoir des thérapeutes, parce que ces thérapeutes, il faut les former. Mais il n'y a pas de formateurs. Donc, il faut d'abord former des formateurs. Et ce qui m'a frappé un peu dans ce film, c'est qu'une grande partie de ces gens qui avaient l'air très au courant des méthodes avaient toutes soit un accent anglais, soit venaient des États-Unis, etc. On n'a pas de formateurs, ou très très peu de formateurs, qui sont français.
Donc, il faut vraiment qu'on fasse pression. Et ça, c'est la base, c'est les parents, c'est tout qui doit faire pression sur le ministère de l'Éducation pour former des formateurs. Ça passe par là. Naturellement, pour les parents qui ont un enfant autiste, aujourd'hui, c'est difficile parce que c'est une solution à plus long terme. Ça va faire ses effets dans 5-10 ans. Mais si on ne fait rien sur le long terme, dans 5-10 ans, on sera exactement au même point où on est aujourd'hui. Effectivement, c'est à la base la formation. C'est tout à fait. Après, bon, il y en a quelques-uns quand même. C'est vrai que ça vient, la plupart des méthodes comportementales ou éducatives nous ont été apportées par l'Amérique, parce que ce qu'il en est, il disait tout à l'heure, c'était que Bettelheim était le seul à s'occuper de l'autisme à cette époque-là. C'est totalement faux. À cette époque-là, il y avait beaucoup d'autres mondes qui s'occupaient de l'autisme. On disait tout à l'heure, moi, ça me surprend de voir que c'est des psychanalystes qui travaillent dans des centres Binet. Binet doit se retourner dans sa tombe. C'était un cognitiviste et on fait de la psychanalyse maintenant dans ces centres. Donc il y a quand même des choses qui sont. Et la formation, elle est à la base et on doit venir sur ça. Il y en a. C'est déjà une avancée. Et effectivement, après, c'est une question politique. Parce que là, on disait tout à l'heure, les éducateurs, c'est quand ils rentrent dans les structures, et vous disiez OVA en Haute-Savoie, tout à fait, mais l'IRTS en Haute-Savoie, je vous promets qu'il n'y a pas de formation pour les éducateurs pour être sur des accompagnements cognitivo-comportementaux. Donc, c'est là où on a une faiblesse, c'est qu'effectivement, il faut venir là. Mais l'influence de la psychanalyse, elle est aussi dans les milieux politiques. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut entendre, quoi. C'est qu'elle est présente partout. C'est un lobby très puissant qui exerce une action vraiment totalement antidémocratique. Parce qu'encore une fois, les parents n'ont pas le choix. S'il y avait le choix entre aller mettre son enfant autiste dans un institut psychanalytique ou dans un institut comportemental, ce serait le bonheur. Les gens feraient un choix, mais les gens n'ont pas le choix. C'est vraiment problématique. Et le pouvoir public ne doit dépenser de l'argent public que pour ce qui a été evidence-based, ce qui est fondé sur les preuves. Et ce qui est frappant aussi, ce qui me frappe énormément et pourquoi je poursuis mon travail sur la psychanalyse, les psychanalystes, à la base, Freud avait vraiment la conviction qu'il pouvait soigner des gens. Vraiment. Et très vite, de son vivant, il s'est rendu compte que c'était pas possible. Et les psychanalystes, les premiers à faire fait des études pour évaluer l'efficacité de la psychanalyse sont les psychanalystes eux-mêmes qui l'ont fait du vivant de Freud. Alors au départ, c'était très artisanal. En fait, il posait des questions à ses collègues par courrier pour savoir un peu comment évoluait leur cas princeps, les fameux cas Dora et compagnie, le petit Hans, et puis tous les patients, parce qu'ils sont passés entre eux les patients, comment évoluer un tel et un tel. Et du vivant de Freud, on a des lettres de Freud disant mais c'est catastrophique. Ils ont pris conscience que c'était catastrophique et on a des lettres de Freud disant qu'il ne faut surtout pas que ça se sache. D'accord ? Et donc, à la fin de sa vie, Freud a écrit pendant plusieurs de ses bouquins, de ses notes, il a écrit qu'il préconisait l'usage de la psychanalyse pour une clientèle de névrosés, c'est-à-dire de gens average, moyens, ordinaires, donc des gens qui vont bien, et de le proscrire pour des personnes qui vraiment atteintes de troubles graves. Voilà. Donc, à la mort de Freud, il y a d'autres psychanalystes le courant psychanalytique a traversé une période de crise profonde à la mort de Freud. Et puis, ça correspondait aussi à l'époque, la guerre, tout ça. Et il y en a Edward Glover, puis il y a d'autres psychanalystes qui ont fait des études un peu plus structurées, plus systématiques pour savoir quel était le profil des patients de la psychanalyse et quelle était leur évolution par rapport à leur demande au départ et quelle était leur évolution après passer sur le divan. Et les résultats de ces études ont été catastrophique. Ils se sont rendus compte, et avec des outils un petit peu plus statistiques, un peu plus consistants, que si les personnes allaient pas mal au départ, de temps en temps, ça pouvait juste ne rien faire, mais dans certains cas, ça pouvait être dramatique. Ça pouvait vraiment totalement. Il y a une quantité de suicides de gens qui ont fini complètement addicts, cocaïnomanes. Enfin, c'est vraiment, c'est une catastrophique. Il y a un historien de la médecine qui s'appelle Michael Borg-Jacobsen qui a fait une recherche sur les patients de Freud, sur 31 des patients de Freud, juste pour citer cet exemple-là, mais il y en a plein d'autres. Et encore une fois, ce sont les psychanalystes eux-mêmes qui ont fait cette recherche-là, qui ont fait cette constatation statistique au départ. Donc on est dans les années 50, donc entre 40 et 50. Et qui ont constaté que c'était pas du tout indiqué pour la psychiatrie. Et de fait, le Freud et Lacan, qui étaient à la base de médecins, ont développé vraiment la psychanalyse en développant une culture antipsychiatrique. Et moi, ça m'a d'ailleurs un peu piégé au départ quand j'ai commencé à rencontrer des psychanalystes. J'ai affaire avec des gens qui vraiment disaient pique-pendre de la psychiatrie. Et parfois, je me rendais compte seulement après coup qu'eux-mêmes étaient psychiatres. Et que quand ils n'étaient pas psychiatres, ils exerçaient dans une institution psychiatrique.
Et ils sont dans une schizophrénie totale. Ils ont développé une culture antipsychiatrique parce qu'ils sont complètement. La psychanalyse n'est pas faite pour répondre à une demande de soins. D'ailleurs, j'ai filmé des psychanalystes me disant on n'est pas là pour guérir des gens, on n'est pas des thérapeutes. La psychanalyse, ça sert à la connaissance de soi. Vous venez sur le divan un certain nombre d'années pour, au final, former un psychanalyste, mais pour voilà. Ils considèrent que c'est pour la connaissance de soi, mais beaucoup de psychanalystes que j'ai interviewés ne se considèrent pas comme des thérapeutes et comme des médecins, de toute façon. Ils reconnaissent qu'ils ne sont pas du tout des scientifiques. Donc c'est totalement anormal qu'il y ait non seulement une présence, s'il n'y avait qu'une présence de la psychanalyse en institution, ce ne serait pas dramatique. C'est l'omnipotence, c'est l'hégémonie de la psychanalyse en institution est complètement anormale. Surtout que parfois, ça va même jusqu'à un point où ça va empêcher l'action éducative parce qu'il ne faut pas faire ça, parce que cet enfant va avoir une angoisse de l'eau et qu'il ne faut pas l'aider à se laver parce qu'il a une angoisse de l'eau, alors que là, on est totalement dans l'inverse. Donc, ce qu'on disait tout à l'heure, l'influence de la psychanalyse, elle est quand même énorme en France, mais à l'époque de Bettelheim, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur l'autisme. Vous aviez Lorna Wing qui déjà pouvait nous dire quelle était la triade de l'autisme. Vous aviez Uta Fries, vous aviez Schopler, vous aviez Lovas, il y avait beaucoup de monde. Mais toute cette influence, elle n'est pas venue dans le côté français à ce moment-là. Nous, on est resté sur une influence très psychanalytique. Alors effectivement, maintenant, les personnes nous disent « mais c'est des méthodes nouvelles, on verra, on viendra dessus ». Ça n'a rien de nouveau, c'est des méthodes qui sont quand même qui fonctionnent depuis un moment. Maintenant, elles arrivent tardivement en France avec notre culture qui est quand même assez inspirée de psychanalyse et dans laquelle elles essayent de rentrer. Alors comme le disait très bien Sophie tout à l'heure, elles sont rentrées d'une façon peut-être un petit peu trop rigoureuse pour certains et que maintenant, là c'est chouette, vous avez vu l'IME Chambourcy est vraiment, je connaissais pas l'autre IME mais qui est vraiment chouette, je connais bien l'IME Chambourcy, c'est des personnes qui sont ouverte aux méthodes éducatives et cognitivo-comportementales. Après, on met le terme AMBA si on veut, mais c'est cognitivo-comportemental qui est important et c'est ce qu'il faut pour les personnes autistes. Et juste un petit mot là-dessus. Moi, ce qui m'a beaucoup plu dans leur démarche, c'est qu'ils sont dans une démarche déjà de mesurer sur les preuves. Simon le dit très bien dans le film, on n'est pas dans la toute-puissance de la subjectivité, il faut des preuves sur ce qu'on fait. Et ils sont dans une démarche où aujourd'hui c'est mieux qu'hier et c'est moins que demain. Ils sont tellement renforcés par les progrès des gamins qui sont dans une remise en question permanente. Je trouve ça extrêmement stimulant. C'est vraiment un process global qui est très enrichissant. Par exemple, ils font énormément de recherches actuellement pour développer au niveau des adolescents. Il est évident que les adolescents ils peuvent pas être en un pour un. De toute façon, c'est pas souhaitable que les enfants soient en un pour un tout le temps. Donc ils travaillent justement à adapter le modèle pour des adolescents pour être dans une prise en charge beaucoup moins prégnante. Et ils font des recherches sur. Il y a des gens qui travaillent en Turquie aujourd'hui qui font un travail formidable sur le corps et sur le sport collectif autour des adolescents, autour des autistes sévères. Et ils sont dans cette recherche permanente de remise en question, d'aller chercher ce qui fonctionne, ce qui donne des résultats et ce qui rend les gamins joyeux. Et voilà. Donc, Oui, bonsoir. Je suis la maman d'un jeune avec autisme assimilé Asperger, que Cécile connaît bien. Je voulais vous remercier, Madame Robert, pour ces 2 films. J'avais pu voir Le Mur sur Internet et avant qu'il ne soit censuré. J'espère qu'ils seront vraiment diffusés à plus grande échelle, même au niveau national. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose à votre milieu audiovisuel, mais ils ont vraiment mérite d'être diffusés autre que dans des petits cinémas, entre guillemets, tels que celui-ci, quoi, on va dire. Voilà, j'ai pu aussi, quand mon fils a été diagnostiqué à l'âge de 6 ans, je n'ai pas eu le choix au niveau de l'orientation. On l'adressait en CATTP parce que voilà, c'était la suite logique du CMP où il était suivi auparavant. Et j'ai eu la chance de pouvoir connaître Cécile par l'intermédiaire. Enfin, c'est vraiment le bouche à oreille. Il y a un manque crucial d'informations de la part des médecins traitants. On est dans un vide complet quant à la prise en charge autre que psychanalytique, on va dire. Les médecins ne savent pas, ne connaissent pas les méthodes, enfin pas ou très peu les méthodes cognitivo-comportementales. Et Dieu sait qu'elles montrent à travers votre film qu'elles peuvent être efficaces, enfin qu'elles sont efficaces bien sûr. Donc voilà, c'était juste un témoignage de remerciement avant tout. Je peux vous dire que pour l'audiovisuel, c'est pas gagné, hein parce que l'influence de la psychanalyse, elle est partout.
Bonsoir. Je suis éducatrice là sur Annemasse et j'avais pas trop de notion de cette méthode. J'en avais quelques-unes. Dans le film, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. J'aurais un petit manque, c'est sur la gestion des crises et la frustration. Je trouve que c'est pas assez dit quel outil on peut utiliser. Pour ça, il faudrait que vous ayez une formation. Mais enfin, grosso modo, c'est montré dans le film, on voit Tom qui fait une crise. Non, Tom, c'est. Alors, il y a une chose que je n'ai pas montrée parce que ça s'est pas produit. Donc, moi, je filme ce qui, voilà. C'est que lorsque des gamins sont capables de faire je sais pas comment ils appellent ça, mais vraiment une crise paroxystique, se rouler par terre, quand ils sont capables de se frapper eux-mêmes ou de frapper quelqu'un d'autre, ils font geste de l'enserrer, de l'enserrer comme ça. Pour lui éviter de se blesser quelqu'un. Mais donc c'est toujours le même principe de l'extinction et de l'attention, c'est de pas exercer de pression, mais c'est juste de l'enserrer pour lui éviter de se blesser ou de blesser quelqu'un. Et très vite il se calme. Donc ça c'est la seule chose que je n'ai pas filmé parce que ça s'est pas produit pendant que j'étais là et qu'ils utilisent, mais il y a pas de pièce de contention, il y a pas de médoc, il y a rien d'autre. Il y a pas de punition. Enfin ils sont comme ça, c'est tout. Et de fait, c'est très efficace. Alors, vous avez vu la taille de l'éducateur sportif, Moïse. Bon, Tom, il est capable de faire des crises parfois, adolescent, autiste, sévère et adolescent. Mais Moïse les gère très bien, avec cette méthode, comme ça. Et sinon, la plupart du temps, ils n'en ont pas besoin, de toute façon. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, on pose la question à l'envers. C'est pas forcément de se demander comment on gère les troubles du comportement, comment on gère les crises. C'est que ce qu'on va mettre comme aménagement pour qu'il n'y ait pas de crise avant. Et s'il y a des crises très fréquentes et trop fortes, c'est que l'enfant, il est dans un milieu qui ne lui convient pas. Et il y a des enfants qui ont besoin d'avoir beaucoup plus d'aide. On parle effectivement qu'on souhaite pour tous un environnement naturel et le moins restrictif possible. C'est pas possible pour tous. Pour certains, il va falloir des aides jusqu'à l'âge adulte, mais parce que c'est nécessaire en fonction de leur propre fonctionnement. Mais si on n'est que dans de la gestion de comportement, c'est qu'on n'a pas pris en compte la culture de l'autisme, qu'on n'a pas pris en compte comment fonctionnaient les personnes autistes, qu'on n'a pas mis assez d'aménagements. La question, elle est en amont. Quand on met tous les aménagements, on a très peu de troubles du comportement. Les parents peuvent être formés, bien sûr, pour avoir pour que les outils soient partagés. C'est justement là le point fort des méthodes comportementales, c'est que les parents sont inclus, c'est que les parents ils partagent les mêmes outils, c'est que les parents vont faire les mêmes retraits d'attention. On va leur apprendre. Effectivement, il y a des choses qui sont pas naturelles dans notre façon de réagir en tant que parents. Et on va apprendre qu'il faut avoir une réaction différente. On va apprendre qu'effectivement, là, vous voyez cette maman qui piège son enfant sans arrêt, qui lui demande avant d'ouvrir le sucre, qu'est-ce que tu dois dire, Les parents, ils ont besoin d'être formés, mais c'est les premiers acteurs. Et c'est d'ailleurs eux qui doivent avoir le plus d'outils, parce que c'est quand même eux les premiers acteurs. Je dis ça parce que je me dis que ça demande tellement d'énergie que moi, en tant qu'éducatrice, je le vois bien dans un contexte, on va dire entre guillemets, fermé, et le cadre prévu pour. Mais une maman qui a 7 enfants à gérer et qui en a peut-être, comme là, un autre à côté... Et qui travaille, et qui n'a C'est pas de dur. mari. Oui, Voilà. effectivement, c'est le quotidien qu'on peut avoir régulièrement. Alors, moi, je les appelle des super mamans parce que franchement, elles font un boulot qui est vraiment génial. Mais je pense que toute maman, dans ses tripes, elle a envie d'aider son enfant et du coup, et puis si elles ne peuvent pas, parce qu'effectivement, c'est pas donné à tout le monde. À certains moments, elles peuvent moins. À d'autres moments, elles peuvent. Dans tous les cas, ça va être adapté à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir demander à la famille? Comment est-ce qu'on va la soutenir? On va lui demander moins à certains moments, on va lui demander plus à certains moments, on va mettre des aménagements beaucoup plus forts à certains moments. C'est un équilibre et effectivement, il faut entendre, et même faut entendre le rythme de la famille. Il y a certaines familles où vous allez mettre beaucoup plus de temps à ce qu'elle arrive à mettre en place les outils parce que c'est coûteux, et puis il y a d'autres familles où ça va être très rapide, mais dans tous les cas, il y aura ce partage, il y aura cet équilibre et puis à essayer de lui donner le plus possible. Et en lui donnant également, c'est aussi le but des associations. C'est aussi pour ça qu'ABL s'est formé, que beaucoup d'associations sont formées. C'est aussi pour soutenir les parents, c'est aussi pour donner des choses à côté, pour amener des activités de loisirs à côté, pour amener des temps de répit aux parents, pour leur amener des formations également à côté. Donc voilà, c'est...
Je vais dire une chose. La première question, quand face à un gamin qui fait une crise, la première chose qu'ils font, c'est pas de vouloir éteindre la crise, c'est de comprendre pourquoi il fait la crise. Effectivement, c'est le premier. Quelle est la fonction du comportement? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait, pas fait? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement qui a géré la crise? Mais j'entends une autre question dans votre question, et là, il faut que je voulais limiter mon film à 80 minutes, enfin voilà, que ce soit pas trop long. Mais le petit Louis, je vais vous donner un exemple. Il faut bien se rendre compte que ce sont des outils qui marchent très bien, et quand on les applique, ça marche très bien, et il n'y a plus de troubles du comportement, sauf situation exceptionnelle, mais vraiment. Je comprends qu'on peut être incrédule quand on veut bien faire au fait d'enfants d'une population avec autisme, mais je vous assure, le petit Louis, un exemple, le petit Louis que vous avez vu donc en classe et auprès de sa maman, c'est un gamin qui n'a pas bu d'eau pendant plusieurs années. Il passait du biberon et il buvait pas d'eau. Il était complètement déshydraté. C'était la croix et la bannière. Il hurlait du matin au soir. Pendant ça a duré il a été diagnostiqué à 4-5 ans, mais enfin voilà, ils ont eu un signalement, les parents des voisins, alors qu'ils habitent à Versailles. Tellement le gamin, il se disait c'est pas possible. Il hurlait du matin au soir. Il ne dormait pas la nuit et il croquait tous les meubles. Il mangeait tous les meubles de la maison. Il passait son temps comme un castor à manger tous les meubles. Donc il avait des troubles du comportement plus. C'est vraiment difficile. C'était un énorme problème au quotidien. Quand ils ont mis en place l'ABA, avec nos outils, et Gaëlle l'a fait évidemment avec son côté de winneuse et tout, elle s'y mis à fond, mais ça marche quoi, ça a marché et ça s'est réduit très vite. Et moi je voulais avoir un peu plus de films sur comment l'état des enfants avant, parce que le problème c'est que les parents quand ils filment leur gamin, quand leur gamin il fait une crise ou qu'il est pas bien, ils filment pas, ils posent la caméra, ils prennent leur gamin dans les bras. Donc voilà, il n'y a pas de film sur des gamins qui crisent. Et quand ils sont entrés dans l'établissement et qu'ils sont pris en charge et qu'ils commencent à faire un travail de pairing, on commence à détourner leur attention sur des choses qui les motivent, ça, ils changent de comportement, mais tout de suite. C'est hyper rapide. C'est très efficace. Si on amène à la personne autiste de quoi comprendre ce qui se passe autour d'elle, je crois que c'est surtout, c'est quand même important qu'elle arrive à comprendre ce qu'on lui demande, qu'elle arrive à comprendre. Et à ce moment-là, quand les choses sont claires, elle est d'accord d'y répondre. La plupart du temps, on lui demande des choses qu'il ne comprend pas, donc il ne va pas pouvoir y répondre. Et puis après, on va gérer des troubles du comportement. Donc ça, c'est quand même important de s'assurer qu'on soit dans de la compréhension pour le jeune et à nous d'évaluer quelle est sa compréhension et comment ça fonctionne. Je sais que pour certains parents, ça peut être trop difficile, en institution surtout. Mais en fait, c'est des parents qui sont passés par des parcours où on leur a enlevé le rôle de parent. Et comme on leur a enlevé le rôle de parent depuis qu'ils sont petits, effectivement, à un moment donné, les professionnels retournent en disant « Oh là, franchement, c'est des parents, ils font pas grand-chose, on peut rien leur demander. » Mais dès tout petits, on leur a enlevé le rôle de parent. Donc après, pour les faire revenir, ils se sentent impuissants, ils se disent que c'est aux professionnels de faire et qu'eux, ils ne savent pas. C'est le message qu'ils ont eu depuis tout petit, c'est le message qu'on leur a donné, que de toute façon, ça serait les professionnels qui eux, sont compétents et qui, eux, vont faire que leur enfant sera mieux. Mais eux, en gros, on leur a... Donc, et puis après, je pense que c'est aussi aux professionnels de faire preuve d'imagination et de patience pour accompagner les parents, chacun où ils en sont. Et effectivement, tout le monde n'avancera pas au même point. Et il y a des parents pour lesquels ça sera plus difficile. Mais tous peuvent participer et surtout, laissons-leur le choix et la possibilité de participer. Juste un petit détail, basé sur une expérience limitée, mais la question des crises, par exemple. Si le parent, la mère ou le père, comprend la notion de renforçateur, elle est assez simple. Et elle va s'apercevoir qu'en voulant consoler l'enfant, en voulant le sortir de sa crise par quelque chose de gratifiant, elle renforce la crise. C'est-à-dire qu'elle fait un renforçateur, et ce que beaucoup de parents font, c'est un renforçateur de la crise, et l'enfant, finalement, s'enferme dans la crise comme une façon d'obtenir ce renforçateur. Et si on comprend ça, et qu'on dit non, il faut laisser passer, et on va renforcer le fait que l'enfant se calme tout seul de la crise, et c'est une petite chose, et ça change complètement la situation. Ça, je pense que ça aide énormément les parents de comprendre ça. Ça veut dire qu'on leur amène des éléments de compréhension et qu'il faut partager ça avec les familles, effectivement, c'est important. Bonsoir, je
pas l'intention de parler de mon expérience personnelle, pardon. Simplement pour vous dire merci. Votre colère répond à notre colère de parents. Votre enthousiasme fait du bien parce qu'on a besoin d'enthousiasme. Et vous pouvez être fiers de vos films comme on est fiers de nos enfants. Juste, je voulais apporter un élément supplémentaire concernant les renforçateurs. Pour l'avoir testé sur mon fils en situation de handicap et qui a une petite sœur de 3 ans, sa Benjamine, comme on dit, enfin, je sais pas, qui est plus jeune que lui de 3 ans, ça fonctionne très bien aussi pour elle. Enfin, je ne l'utilise plus pour mon fils car il a 13 ans maintenant et il est suffisamment autonome et régulé pour... il ne fait plus de crise de comportementale, on va dire. Enfin, du moins, il les contient. Mais au moment où il les faisait, j'utilisais beaucoup les renforçateurs et j'utilisais aussi cette méthode avec sa petite sœur et ça fonctionnait très bien aussi. Elle est neurotypique. Donc, ça fonctionne bien avec les collègues aussi. Oui. Et dans le couple, il vaut mieux avoir des notions, hein, parce que sinon, ça peut être la cata. Ou dans le management en entreprise, hein, quand on gère une équipe... si on motive pas les gens, si on sait pas les renforcer, voilà. C'est pas que pour l'autisme, hein, c'est pour tout ça a le rapport donné humain. des idées aussi à des amis qui passaient à la maison et qui ont des enfants complètement neurotypiques, on va dire, et qui m'ont dit, bah tiens, c'est peut-être quelque chose à essayer. Et effectivement, ça fonctionnait très bien. Donc, comme quoi, ça. D'autant plus chez les enfants avec autisme, mais ça fonctionne. Et c'est des notions de base qu'on peut appliquer à des gens qui ont un niveau intellectuel supérieur. Enfin, faut pas imaginer que c'est. Enfin, le principe il est valable pour tout le monde. Évidemment, on adapte le renforçateur au profil cognitif, au niveau de la personne, mais le principe il est fondamental pour tout le monde. Mais au niveau de l'éducation nationale, ça devrait être aussi un argument supplémentaire. Au lieu de mettre en avant les points négatifs de l'enfant, au contraire, appuyer ce qu'il est capable de faire et de le... Enseigner aux profs à ne pas faire des bêtises. Et voilà. En tout cas, je crois que depuis 2005, l'éducation nationale est bien bousculée. Et du coup, face à la problématique des enfants handicapés, ils sont beaucoup plus à l'écoute et ouverts. Et ils sont maintenant capables, en tout cas, dans plusieurs endroits, d'entendre certaines choses et de les appliquer. J'ai rencontré des instits à Amiens qui ont créé une association et qui ont pas d'enfants autistes dans leur classe, mais qui se sont dit que c'était peut-être très utile d'utiliser l'ABA pour gérer leur classe de neurotypiques. C'est-à-dire que moi, je trouve que c'est une excellente initiative.